Bienvenue sur Contre-Rug, l'émission qui retourne l'actualité rugby. Au programme, le Top 14, la Pro D2, la Nationale et l'équipe de France. Votre émission 100% rugby en direct de 18h30 à 19h. C'est tout de suite sur EDJFM. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour la 6e de Contre-Rug, le rendez-vous hebdomadaire rugby sur EDJFM. À mes côtés, les deux acolytes Enzo Puren et Julien Alcaraz. Bonjour messieurs. Bonjour Joseph. Comment ça va Joseph? Voilà, forme. Toujours en forme, après un Nickel. bon petit week-end, on se repose et on repart pour une grosse semaine, n'est-ce pas? Ouais, semaine importante pour Chargée, bien pour sûr. tous les championnats. Ouais, ça va commencer à rentrer dans les doublons. Et Antoine, comment ça va Antoine? Ah bah ça va nickel et toi? Ben ça va, bien, merci beaucoup. Au programme de cette demi-heure, retour sur la liste des Bleus pour le tournoi des 6 nations, mais aussi retour sur la 18e journée de Pro D2 et sur la défaite du Nissa Rugby à Massy vendredi dernier, défaite qui leur permet quand même de récupérer la première place grâce au point de bonus défensif. Mais tout de suite, il est 18h31 et c'est l'heure du récap. Le Flash Info de Contre-Rug, c'est tout de suite sur EDJFM. De nouveaux forfaits pour le 15 de France, appelés pour préparer le début du 6 nations qui commence la semaine prochaine. Les Rochelais Winnie Antonio et Paul Boudéan se sont blessés hier lors de la défaite des Maritimes à Clermont. Le pilier droit s'est plaint dès l'échauffement d'une douleur intercostale et n'a pas participé à la rencontre. Pour le 3e ligne, il est sorti à la mi-temps, gêné au dos et au cervical. Ils sont remplacés par les Toulousains Georges-Henri Colombe et Alexandre Roumat. 2 coups durs supplémentaires après les forfaits de Roman Tamac et de Thibaut Flamand annoncés la semaine dernière. Mais les Bleus ne sont pas les seuls à faire face aux blessures. Premier adversaire de la France jeudi 5 février. L'Irlande doit faire sans ses 2 piliers gauche titulaires. Les joueurs du Leinster, Andrew Porter et Paddy McCarthy, sont indisponibles pour le début du tournoi et leur remplaçant Jack Boyle, pressenti pour les suppléer, s'est blessé lui aussi ce week-end. En leur absence, les 2 piliers du Munster, Jeremy Lockman, 30 ans, dont la dernière cape remonte à la Coupe du Monde 2023, et Michael Mean, 26 ans, 2 sélections l'été dernier, devraient prendre place sur la feuille de match. Lui aussi est pilier gauche, mais il n'a pas été retenu dans la liste des Bleus. Le Rochelais Red Awardi quittera la Charente-Maritime en fin de saison pour rejoindre Montpellier, et les jaunes et noirs pourraient bien avoir trouvé son remplaçant avec Nathan Fresnon. Selon la Montagne, le briviste pourrait rejoindre les doubles champions d'Europe l'année prochaine. Cette saison, le joueur de 23 ans a participé à 11 matchs de Pro D2. En Angleterre, un monument des Saracens cède sa place. Mark McCall, entraîneur historique et directeur du rugby des Sarries, quittera ses fonctions en fin de saison. Arrivé en 2009, le Nord-Irlandais aura marqué les Saracens, 15 titres, dont 3 Champions Cup et 6 titres de champion d'Angleterre. Et en 2020, lorsque le club basé à Watford avait été rétrogradé en 2e division pour détournement du plafond salarial, il était resté et avait fait remonter les Saracens en première division dès la saison suivante. Cette année, les Sarries sont 6e de Premiership et affronteront Bath en 8e de Champions Cup. Le rugby français a perdu un de ses dirigeants. Ce dimanche, Francis Sénéga est parti à l'âge de 86 ans. Ancien soigneur du RC Narbonne dans les années 60 et 70, le Audois de naissance avait ensuite connu une carrière de dirigeant. Devenu secrétaire général de la FFR sous Albert Ferras, il avait aussi le poste de représentant français aux 5 nations, puis à l'International Board, l'ancien World Rugby. Sa vie fut aussi rythmée par son poste de président du comité du Languedoc entre 1984 et 2000. Ses lunettes et ses discours chantants, marqués par sa prononciation roulée des R, resteront dans la mémoire du rugby français. C'est la fin de ce récap. Tout de suite, on file sur les pelouses du Top 14. Toute l'actualité Top 14 Pro D2 avec Joseph Jaricot et Enzo Puren sur EDJFM. Alors sur les pelouses du Top 14, oui et non, puisqu'on va parler 15 de France. La liste de l'équipe de France pour le début du tournoi Destination a été dévoilée la semaine dernière, avec des choix forts puisque Grégory Aldrid, Gaël Ficou ou encore Damien Penon ont été laissés à disposition de leur club. Une liste avec d'autres surprises, dont les convocations des 3/4 palois Aaron Grandidien-Canang ou encore Fabien Broboiry, ou encore du 2e ligne castré d'origine australienne Tom Staniforth. Que vous inspire cette liste, messieurs? Vas-y. Une liste avec des surprises. Forcément, une liste avec des surprises, je pense, tu l'as dit à Stanford, mais c'est bien qu'on ait ce genre de joueurs qui ne sont pas français d'origine qui entrent dans la liste. On a eu, même à l'époque, on avait Speeding, etc. Scott Speeding, Rory Cocotte et Winnie Antonio notamment. Donc, ça a plutôt été des réussites. Donc je trouve que c'est plutôt Bernard une bonne Leroux chose. aussi. Bernard Leroux, effectivement, il y a plein de joueurs comme ça qui ont été au fur et à mesure très importants dans l'effectif. Donc c'est bien de les inclure.
Après, quelques surprises, forcément. Moi, je pense à Penaud, forcément, qui. Jalibert nous confiait qu'il était un peu touché par cette décision, donc à voir comment ça va se passer. Et voilà, mais c'est une liste intéressante avec un groupe plutôt large, plein de joueurs qui vont peut-être découvrir, même s'ils seront peut-être pas maintenus dans le groupe final, mais ils vont en tout cas découvrir ce que c'est l'équipe de France et Marcoussis et toutes ces choses-là. Donc c'est plutôt une bonne chose. Rappelons que c'est un groupe des 42, hein, donc c'est pour préparer les 2 premiers matchs du 15 de France, une liste qui pourra être amenée à bouger. Mais cette première liste, elle a quand même une certaine vérité, Enzo. Ouais, il y a une vérité parce qu'on voit très bien qu'il y a des joueurs qui sont un peu en souffrance actuellement sur le plan physique ou sur le plan de la compétition, parce que si ton équipe ne performe pas, bah, tu n'as pas beaucoup de joueurs sélectionnés. Après, il y a un peu le cas aussi, le Stade Français là-dessus, où eux, ils performent, mais ils n'ont qu'un seul joueur dans leur liste, et c'est Noah Néné, qui n'a même pas joué ce week-end. Donc on peut se poser la question des choix de Fabien Galtier. Après, moi, je viens de revenir sur Damien Penaud, comme tu le dis. Maintenant, le poste d'ailier est très demandeur de personnes qui sont habiles dans la lutte aérienne, mais aussi en défense. Et là-dessus, on peut regarder Aaron Grandidier et Grégoire Arfeuil, ils sont passés par l'équipe de France A7. Et t'as Gaël Dréan, lui, c'est un énorme défenseur et très bon dans la bataille aérienne. Donc au final, et même on peut rajouter Théo Tsogbe qui a la polyvalence 11, 14, 15. Donc là-dessus, c'est pas une surprise, je trouve, parce que c'est un peu un message aussi envoyé à Damien Penaud, lui dire bon, ça va moins bien actuellement, mais t'es encore dans nos plans. Et même ils ont eu un appel, comme ils l'ont confié, il a été appelé par Fabien Galtier. Et même j'ai envie de penser aussi à Grégory Aldrit, comme beaucoup en ont parlé. Ça serait d'un commun accord, à ce qui paraît selon plusieurs informations. C'est le joueur lui-même qui aurait dit qu'il n'était pas en forme, qu'il ne pensait pas pouvoir aider l'équipe de France. Donc c'est une bonne chose pour l'équipe de France, et c'est un respect à mettre sur son nom, parce que c'est quand même un geste fort de décliner la sélection pour préparer le 6 Nations et l'Irlande. Vice-capitaine du 15 de France. Il l'avait été dans les 2 derniers tests de novembre, notamment contre l'Australie et donc le deuxième test match contre les Fidji. Et il avait été capitaine après la blessure de Dupont lors du dernier tournoi destination remporté par le 15 de France. Antoine, qu'est-ce que tu en penses de ton côté de cette liste ? On voit quand même que cette liste elle est majoritairement portée sur 3 clubs. Le Stade Toulousain, 14 joueurs après les forfaits d'Antonio et de Paul Boudéan, quand même. C'est quasiment une équipe complète qui part aux 6 Nations du Stade Toulousain. 15 avec Blair Kinghorn, ça fait l'équipe complète. Voilà, donc Capozzo. c'est Capozzo qui est blessé. Donc il n'a pas été appelé. Pas sûr qu'il soit avec l'Italie, en tout cas pas contre l'Irlande, enfin pas sur la première journée du tournoi, mais quand même 14 Toulousains dans le 15 de France, ça montre quand même la domination de cette équipe en top 14. Derrière on a 8 Bordelais quand même, donc c'est assez intéressant, majoritairement derrière pour le coup, hormis Cameron Woki et Maxime Lamotte du coup. C'est quand même majoritairement derrière que l'UBB a été appelé, et puis les Palois surtout, la section fait un début de saison Théo Mathieu, Théo Mathieu, numéro 8 également. La section paloise a fait un début de saison exceptionnel. Elle est du championnat. Effectivement, elle est venue battre Bordeaux à Chaban. C'est une des 2 défaites des Girondins avec le Stade Français aussi, avec des Grégoire Arfeuil, Broboiry, Atisogbe qui étaient excellents. Sous les ballons hauts notamment, je te rejoins Enzo. Maintenant, Damien Penaud, il a montré cette journée-là que sous les ballons hauts, il pouvait être là. Par contre, en défense, c'est vrai que pour le coup, c'est trop limite. Contre Northampton, il se fait avoir par Pollock sur le côté, sur l'aile gauche. Pollock qui est quand même un numéro 8, même s'il a des grandes qualités de vitesse. Damien Penaud ne doit pas se laisser avoir comme ça. Et en équipe de France, on sait que ça ne pardonnera pas. Contre l'Irlande, encore moins. Donc la non-sélection de Penaud, je la trouve presque logique pour le coup. Celle que je trouve moins logique, mais si on a l'explication d'Enzo, ça peut l'expliquer effectivement. Mais Grégory Aldrit, quand on voit que Paul Boudéan n'est pas là, qu'il faut des gros porteurs pour... Paul Boudéan qui a déclaré forfait du coup suite à sa blessure. Clairement. On l'a vu dans le vestiaire d'ailleurs, il pouvait pas bouger, le dos est complètement bloqué. Mais ne pas appeler Grégory Aldrit, surtout qu'il fait des matchs plutôt intéressants ces derniers temps, je trouve que c'est un peu bizarre, même si lui estime qu'il peut pas trop apporter à l'équipe de France. Je trouve qu'il peut apporter quand même. Auteur d'un essai hier. En numéro 8, on peut quand même citer Lenny Nouchi, donc Théo Mathieu, encore Anthony Gelon, Alexandre Roumat qui a été appelé. Qui pourrait jouer en 8 aussi. Qui, comme Cameron Woki, peut être à la fois en 2e ligne et en 3e ligne. Après, pour parler de la potentielle composition, je pense qu'on partira sur un attelage avec un 3e ligne de formation. Parce que vu qu'on a eu
Thibaut Flamand de forfait, Paul Boudéan de forfait. Je pense que ça va remonter Charles Yvon en 4 et on va mettre une troisième ligne un gros profil en mode on peut mettre en 6 François Cross, en 7 on peut mettre Anthony Gelon et en 8 Michael Guillard. Donc là-dessus on pourrait renforcer similaire, ouais. on pourrait renforcer notre paquet d'avant qui contre l'Irlande nous passe être important parce que si on regarde notre paquet d'avant, notre seule incertitude c'est sur notre poste de pilier droit. Parce que pilier droit, là on n'a pas Winnie Antonio, du coup on va partir avec Régis Montagne, avec Tevita Tafou qui a fait qu'un seul match, son premier ce week-end. Dorian Aldeguerri qui est un peu toujours dans la liste mais qui ne matche pas. On a Thomas Laclaya aussi si je dis pas de bêtises, et maintenant Jean-Jean Colombe, sur qui je mettrais une grosse pièce parce que pour moi, vu le match qu'il a fait et son entrée qu'il a faite contre Pau, il mérite d'être dans le 15 de France. Après, faut pas oublier que là c'est le groupe des 42. 28 vont être protégés ce week-end. Donc 14 vont revenir en équipe de France. Donc il pourrait y avoir des blessés pour les non retenus et avoir encore du mouvement, des blessés, peut-être des retours, on sait pas. Mais là-dessus, faut savoir que ça peut encore bouger et ça bougera le temps du 6 Nations. Et quel 15 de France se dégage plus précisément, notamment en charnière? On a vu Thomas Ramos jouer 10, on a vu Mathieu Jalibert aussi jouer 10. Il aurait la corde pour commencer aux côtés d'Antoine Dupont. Antoine Dupont qui a dit que ça ne serait pas du tout un problème dans une interview parue aujourd'hui dans l'équipe. Donc, est-ce que la charnière, ce sera forcément Dupont-Jalibert? Ce sera pas forcément, mais j'aimerais bien que ce soit Dupont-Jalibert pour le coup, parce que quand on voit les matchs plutôt alléchants que propose Jalibert et la forme qu'il a depuis le début de la saison et en particulier depuis les dernières semaines, t'as envie tout simplement d'aligner ce qui se fait de mieux en ce moment. Et pour moi, ce qui se fait mieux en ce moment, c'est Jalibert en 10 et Dupont en 9, tout simplement. Parce que demi-mêlée derrière Dupont, qui semble être quand même le titulaire, même s'il revient de blessure, il y a Baptiste Serin, qui est quand même excellent avec Baptiste le Serin et Thibaut Daubagna. Et en 10, il y a Jalibert, potentiellement Ramos et Hugoson. Et sur le poste de centre, moi ça m'intéresse aussi parce qu'on n'a pas notre capitaine de défense, Gaël Ficou, qui n'a pas été appelé. Et on a des joueurs comme Yoram Moefana, Nicolas Deporter, qui sont associés à l'Union Bordeaux-Bègles. Mais Calvin Gourg, encore une fois, excellent contre la section paloise le week-end dernier. Fabien Broboiry, Noah Néné. Alors Antoine, quelle est la paire que tu préfères? C'est difficile à dire. Si on veut un profil un peu plus explosif en 12, peut-être mettre Calvin Gourg avec Nicolas Deporter, mais je trouve qu'ils ont un peu le même profil, les deux. Ils sont très explosifs, très solides et rapides en plus de ça pour le coup. Fabien Broboiry, c'est peut-être un peu plus léger défensivement. Par contre, ça trouve des espaces dans une section paloise qui était surdominée. Il arrive à mettre 2 essais encore contre Toulouse, donc c'est vraiment exceptionnel. Il se nourrit de miettes pour trouver des espaces absolument phénoménaux. Après, je sais pas du tout, j'avoue que là-dessus, si on prend une cohérence club, relation en club, Moefana Deporter, ça paraît favori, évidemment, mais Calvin Gourg et Broboiry, comme tu l'as dit, ça pousse fort derrière. Moi, de sûr, il y aura Moefana. Ça, c'est indéboulonnable. Moi, je le mets. C'est le meilleur 12 du monde, normalement. Pas Deporter? En 12 Non. Alors en 12, non, mais en 13, en 12, Deporter, tu mets c'est Yoram même... Moefana, et en 13, pour moi, ça se joue entre Nicolas Deporter, qui a un profil, un gros profil, solide, très solide, franchisseur. Voilà, et ça va jouer avec Calvin Gourg. Mais Calvin Gourg, je le mettrais plus sur le banc, si on fait un 6-2 ou un 5-3, parce qu'il est polyvalent. Il est 10, 12, 13, 15. Donc honnêtement, c'est pouvoir s'appuyer sur un joueur aussi polyvalent, c'est très important pour finir un match. Et on avait vu sur son entrée lors de sa première sélection, il avait directement apporté, il avait trouvé une brèche pour offrir un essai. Donc honnêtement, pour moi, ça sera Moefana Deporter. Et derrière, ça sera en backup, ça sera Calvin Gourg parce qu'il a cette polyvalence. Parce qu'ils vont pas mal alterner, je pense. Ils vont partir là-dessus aussi. Et c'est ce qu'ils avaient commencé à faire la dernière fois. Et à mon avis, ils vont continuer là-dessus. Ils vont mettre Deporter, Moefana pour être sûr, pour assurer les choses, etc. Mais il y a toujours cette... tu sais que tu as la pépite Gourg sur le banc et que tu peux le faire rentrer, il peut t'exploser un peu tout. Donc, à mon avis, ils vont partir sur un truc classique et ensuite ils vont alterner. Sur les ailes, tu mets qui, du coup? Parce que si tu mets une paire explosive, est-ce que tu mets plus un joueur qui attaque pas trop? Sur les ailes, au choix, il y a Aaron Grandidine Canang de Pau, Louis Bielpiaré, Bordeaux, Toek Sogbe, Grégoire Arfeuil aussi de la section paloise et Gaël Dréan du RC Toulon. Il y a une petite partie de moi qui aimerait bien voir Arfeuil en fait. Mais je me dis qu'après ça peut faire un style de jeu qui est
peut-être un peu trop offensif et peut-être un peu léger sur une défense. Par Au niveau des plaquages, je sais que l'Irlande, ça va être très mettrais très qui, Hugo costaud. Même Gaël Dréan. Moi, je mettrais Harfeuil pour le jeu, mais je pense que je mettrais plus Dréan si j'ai envie de un faire seul un truc ailier équilibré. Quoi. Bah, Je mettrais Dréan, LBB. Et début du tournoi justement, réception de l'Irlande au Stade de France le jeudi 5 février à 21h. Horaire exceptionnel pour ne pas empiéter avec le début des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina dont la cérémonie d'ouverture sera le lendemain et le début des épreuves le week-end. Tout de suite, on part sur les pelouses de Pro D2. Toute l'actualité Top 14 Pro D2 avec Joseph Jaricot et Enzo Puren sur EDJFM. Enzo, la Pro D2 continue son marathon. Que peux-tu nous dire de cette 18e journée ? Une journée qui a eu des surprises. On va parler directement dès le premier match. Ça va être Colomiers face à Agen. Colomiers qui se déplaçait sur la pelouse d'Agen, candidat au top 6. Et Colomiers qui s'est imposé dans un match très fermé, mais qui était agréable à regarder parce que les deux équipes se défonçaient, on peut le dire, que ce soit sur le plan offensif que le plan défensif. Ça se rentrait dedans. Ça c'est sûr, avec Colomiers qui est la meilleure défense, du coup ils se sont imposés 18-8. Donc là-dessus ça leur permet de continuer à espérer le top 2. Après on peut aussi parler de Oyonnax qui est encore allé s'imposer à l'extérieur. Une semaine après s'être incliné dans les derniers instants face à Colomiers. Donc on voit encore la force de Colomiers. Et là ils se sont allés imposer sur la pelouse de Soyons-Goulême qui va mal en point actuellement, on peut pas le cacher. 11e du championnat. Qui était barragiste l'année dernière, donc normal que ça coince un peu, ça subit possiblement les conséquences, mais aussi ils ont une grosse infirmerie. Après j'ai aussi envie de parler d'un club qui déçoit actuellement, c'est Nevers. Ils étaient très bien partis en début de saison. Ils ont perdu la semaine dernière très lourdement sur sa pelouse face à Provence Rugby. Et là, face à Mont-de-Marsan qui lutte pour le maintien, ils se font reprendre dans les dernières minutes et Mont-de-Marsan accroche le match nul 29-29 par une pénalité de Iban Laclos qui était arrivé de Tyros, donc un gros niveau d'écart. Après, j'ai aussi envie de parler de Grenoble-Vannes, le gros match du week-end. Oui, Tout le monde l'attendait, ce match-là, pour voir comment Vannes allait réagir. Vannes a très bien réagi, même s'il y a eu une passe compliquée après la deuxième mi-temps. Ils avaient très bien démarré avec un essai de PD monté dès la 6e minute. Après, c'est Elliot Roudil qui trouve l'intervalle et qui transmet à Richard Judd qui va inscrire son essai. Mais avant la mi-temps, c'est ça qui a un peu déclenché le sursaut de Grenoble avec l'essai de Bastien Souris à 1 minute avant la sirène. Donc, il s'est tourné à la mi-temps avec un écart d'1 point. Et du coup, dès le retour des vestiaires, pénalité pour Grenoble. Et à la 75e, Grenoble marque un essai ils pensaient tous que ça allait être l'essai de la victoire. C'est de la victoire. Mais non. Au final, non. C'est Vannes qui marque l'essai de la victoire. Elliot Roudil. Après un grattage qui fait parler de Hugo Djei, parce qu'on voit une main au sol et une autre main sur le ballon. Donc là-dessus, les mains au sol sont sanctionnées. Il faut que les deux mains attaquent le ballon. Donc là, on voit qu'il y a une main au sol et une main sur le ballon, mais l'arbitre n'a pas sanctionné et c'est sur un contre. Le chemin de l'essai était ouvert, donc ils sont allés avec la culture de la gagne, on va dire maintenant, qui est mise en place du côté de Vannes, qui va devoir continuer ses périples, même s'ils sont restés du côté de Evian cette semaine, parce qu'ils jouent Oyonnax jeudi. Oui. Et après, il y a aussi un gros match à 21h, vendredi soir, c'est le match Biarritz-Grenoble, entre deux équipes qui sont en méforme. Biarritz, ça s'est incliné du côté de Dax dans le derby basque-hollandais. Et là-dessus, il faudra surveiller. Mais il y a aussi Aurillac, parce que Aurillac sort d'une bonne prestation quand même face à Provence Rugby, parce que Provence Rugby, c'est très imposant actuellement, avec 4 victoires avec le bonus offensif consécutif. Donc là-dessus, il va falloir les surveiller. Et notamment un Aurillac-Valence-Roman qui va être très sympa à regarder, parce que c'est deux équipes joueuses. Et Valence-Roman qui marque un peu le pas actuellement, parce qu'ils étaient deuxième avec une grosse attaque, une très bonne défense. Mais là, ça coince, parce que ce week-end, ça fait 24-17 face à Carcassonne qui a eu du mal. Ouais. Donc pour rappeler le classement, Vannes est en tête avec 68 points devant Provence Rugby 61. Après, pour l'instant, en phase finale, il y aurait Colomiers, Valence-Roman, Oyonnax et Brive. Et dans le bas de tableau, Carcassonne est dernier avec 21 points, 3 points de retard sur Mont-de-Marsan, 24 points. Tout de suite, on file en national.
Défaite pour le Nissa Rugby vendredi à Massy, mais une défaite qui n'empêche pas le Nissa Rugby d'être premier. Et tout à fait, Joseph. C'était le choc de cette 17e journée. Massy s'est imposé face à Nissa Rugby 13-10. Le favori est tombé. Une victoire cruciale pour les Massicois dans la course à la première place. Mais comme tu le disais, le Nissa Rugby reste premier. Dans la partie, les hommes de Benoît Donoyel se sont imposés face aux favoris niçois 13-10. En grande forme cette saison nationale, ils n'ont pas réussi à contrecarrer la défense massicoise. Le Rugby Club Massy-Essonne a arraché la victoire en termes d'un match spectaculaire en tout cas sous tension, dominé la majorité de la rencontre. Les coéquipiers d'Amona Arthos sont revenus au score, 10-10 suite à un essai de pénalité. Solide en défense et dans les phases de conquête, Massy a poussé Nice à la faute, s'accordant une pénalité pour passer devant au score. Coup de pied transformé par le demi d'ouverture Anselme Cellier, l'un des meilleurs marqueurs du championnat. Jusqu'à la fin de la rencontre, les Massicois n'ont pas cédé, malgré une pression niçoise au bord de leurs 5 mètres. Les Niçois ne rentrent pas les mains vides en obtenant le bonus défensif, c'est déjà ça. Grâce à ce succès crucial, le Rugby Club Massicois revient à égalité de points avec le Nissa Rugby 59 et se retrouve désormais premier ex-aequo de cette nationale. Devant Massy. Et devant Massy, à qui ils ont perdu. Et c'est du coup plutôt une bonne opération C'est au quand point même terrain, pour le du coup, Nissa Rugby. ça se joue vu que Massy Exactement, s'est incliné à domicile. S'est incliné sur le terrain de Nice et Nice a pris le bonus offensif. Donc ça fait 6 points à 4. Donc là-dessus, Nice reste en tête. Et c'est pour ça qu'ils sont en tête, même s'il y a égalité. Mais ça fait un haut de classement quand même exceptionnel. Nice et Massy sont premiers ex-aequo, en tout cas avec 59 points. Devant Chambéry et Albi, 58 points. Et Narbonne, 5e, en a 57. Donc les 5 premiers se tiennent en 2 points. Ne pas oublier Périgueux qui recevra Massy, justement, le week-end prochain, 54 points. Donc là, vous voyez qui un peu se qualifier pour la fin de saison ? Le top 6 est dessiné déjà, c'est sûr, c'est évident. Oui, le Bourg-en-Bresse a 12 points de retard sur le premier. Il y a déjà un écart, qualifiable. c'est les 6 qui sont là. Ça ne me choque pas que les 6 ce soit eux. Pour le coup, c'était assez prévisible. Il n'y a pas tellement de surprises. Après, honnêtement, je vois bien Massy aller en finale. Honnêtement, Massy. Massy, je les vois bien aller en finale parce que si on regarde le classement britannique, c'est les premiers. C'est pas Nice, c'est pas Chambéry et tout. C'est les premiers. Narbonne, cette année, c'est... Quelle est la différence, le classement britannique ? Le classement britannique, c'est ils prennent les victoires à l'extérieur. Quand tu prends une victoire à l'extérieur, tu prends 4 points. Si tu gagnes à domicile, tu prends 0 points. Et quand tu perds à domicile, tu prends moins 4. Okay. Donc Nice a moins 4 au classement. Là-dessus, ça c'est évident, c'est Massy les premiers. Et Narbonne, c'est pas très bien cette année, honnêtement. J'ai regardé plusieurs fois leur match. Là-dessus, c'est coup-ci, coup-ça, et notamment le week-end dernier face à Rouen, ils menaient 19-0 et ils s'écroulent, ils perdent 20-19 face à Rouen qui n'est pas très en forme cette année quand même. Rouen, c'est pas l'époque pro des deux, mais honnêtement, je vois bien une finale les deux premiers du championnat. Nice, je vois bien Albi, moi. Nice, parce que je me rappelle de la difficulté qu'avaient eu les Niçois face aux Albigeois. Et donc je pense que les Albigeois étaient venus s'imposer à Nice, donc ça peut promettre une potentielle belle finale. Et Albi recevra Rouen vendredi, tandis que Nice recevra Niort samedi à 18h. C'est déjà la fin de cette émission, mais avant quand même, le petit quiz, un des moments préférés, on adore à chaque fois l'heure du quiz. Aujourd'hui, comme c'est la 6e émission, je me suis dit qu'on allait faire autour du chiffre 6, et quoi de mieux dans le chiffre 6 que le 6 nations ? Il est fort. Il y a pas mieux. Et donc, le quiz, ce sera la France et le 6 nations. Donc, messieurs, celui qui a la bonne réponse l'a dit. Maximum de points, gagne. Première question, facile. Combien de titres de 6 nations ? Pas de 5 et 6 nations 1. Combien de titres juste du 6 nations la France a-t-elle gagné, donc, depuis l'an 2000 ? L'année 2000. Instauration du 6 nations. Alors, je veux un chiffre. Un chiffre chacun. Combien ils ont gagné, je dirais, 9. 9 pour Julien. Antoine. 7. 7. Alors. Il fait ses calculs savants. 2000. Oui, Enzo réfléchit beaucoup. J'aurais dit 7. Trop. 7. Mais il a la même réponse que moi. Attendez, parce qu'on peut se départager. Parce que j'ai une deuxième question pour ceux qui ont un bon chiffre. Donc, alors Enzo. J'aurais dit 7. T'aurais dit 7. Valide-moi cette réponse. Je valide 7. Pas. Donc c'est bien 7, mais le point reviendra à celui qui me dira combien de grands chelems la France a gagné. 4. 4. Enzo réfléchit beaucoup. 3.
C'est 4. Ah ouais. Un j'ai point bien, ouais. pour Antoine Ah ouais, je Penet suis qui ouvre le score. Donc 1-0, oui. J'étais préchoc le 7 prochain qu'on avait gagné, titres, moi, c'est pour donc ça. 4 grands chelems. Mais peut-être, on se Les deux le prochains, souhaite. les deux prochains. On se le souhaite. Rappelons Puis que la la Coupe du Monde, France, en plus, la France recevra 3 fois cette année. Donc, Ah, voilà, Et et Irlande et Richard. Angleterre en de plus. donc. gagner. Et quand était le premier grand chelem dans le 6 Nations? Là, donc depuis les années 2000. Qu'importe les équipes. Ah non, le premier Ouais, le grand chelem de la premier France. français. Ah oui. Je crois que c'était 2001, 2002, non 2001 ici. 2001 ou 2002 2001 ou 2002 2002, moi je dis 2002. parce qu'il a dit 2001. Ah, 2004. 2004. 2002, Julien, Ouais, la je savais, chance, je savais, mais je bon, savais. la chance Pas serait de aux chance, audacieux. Mais bonne équipe quand même. Non, c'est Ouais, après. non, Ouais, c'est ça. c'était entre après la Coupe du Monde entre 2001. 2 titres de l'Angleterre. Et l'Angleterre en 2003 fait le grand chelem. Donc 2 grands chelems d'affilée. Mais bon, on n'a pas toujours été beau. Quelle est la pire place de la France dans le 6 Nations? 6. 6. Ouais, Quelle ouais. année? Comment ça? En quelle année? Depuis On a 2000? terminé 6ème. Non. On a terminé 6ème une seule fois, Ok. mais c'était quand? Et c'était un tournoi de destination, pas des 5 nations. Oui, 6 nations. Ah ouais, terrible. Oui, si on a terminé 6ème. Je pense que ça doit être la période où on avait une équipe un peu, désolé, hein, mais 2014. un peu, ouais, un peu terrible. Voilà ça. Genre un peu la période, tu vois, Médard Guirado là. 2016. L'année 2016, ici. Ah, c'est pas mal. 2014. 2014. Parce que 2016, j'ai le souvenir qu'on gagne. Moi je dirais 2014 aussi. 2014. Je dis 2015, mais c'est peut-être pas 2015, ça, je pense pas. le point revient à Enzo, Ouais, ouais. c'était Parce que 2013. 2016, on s'impose. C'est à- 2013. J'ai failli dire, mais je me suis dit, non, 2016, on s'impose contre le Pays de Galles à plus de centième Ouais, minute. ouais, c'est ça, c'était il y a 10 ans déjà. Waouh. Justement, j'ai une petite question sur le France-Galles de 2017. Allez, C'est donc la rencontre la plus longue de l'histoire du tournoi. Ouais. Mais combien de temps le match avait-il duré? 99 minutes et 58 Ouais. secondes. Ouais, ça. Oh, c'est très fort. Bah oui. Alors, c'est pas exactement. Moi, j'ai noté 55 secondes parce que je me suis Non, c'était regardé le 58. match. Non, je plaisante. Mais non, mais réponse, on avait la 99 même. minutes. En gros, Ouais. c'était ça. Moi j'ai dégoûté, je me rappelle parce que c'était pas 100. Du coup, je t'en Oui, moi aussi, j'étais énervé. Ouais. ouais. Je n'ai pas la Et chance. laissé. Et d'ailleurs, sacré arbitre quand même, Owen Bart. Ça fait 2-1. Ça fait les 40 fois. Les 2 dernières c'est questions qualité. pour la forme. Qui est le meilleur réalisateur du 15 de France dans une édition du tournoi? Thomas Ramos, Thomas Ramos. Ouais. Point bonus si tu as le nombre 53. 53. C'était 84. Ah ouais, T'avais il s'est t'avais régalé. la main un énorme. peu légère. Ah, il s'est régalé, 84 Thomas. points en une seule Je crois qu'il y avait édition. un match où il avait marqué genre 20 points direct tout seul. Genre. Même s'il marque 20 points sur un. 2-2-1. Allez, on se dit que c'est la Aïe, petite aïe, aïe. question. Celui qui la gagne a tout Entre gagné. Julien et moi, du coup, c'est la dernière question avec Antoine. Mais Penet Ah non, joue, tout le allez, monde, tout le monde. joue. Allez. Allez, tout le monde. Et si Antoine a bon, on a une autre question. On va voir. Question improvisée. Ou alors, c'est la question à 20 000 €, comme dirait Jean-Pierre. Quel joueur a le plus de participation dans le 6 Nations pour la France? Alors, Question avec le groupe actuel ou vraiment dans, Ah oui, dans dans le l'histoire 6 Nations, Ok. Ok, depuis depuis 20 ans. 2000. Quel joueur a le plus de participation De participation, donc depuis 2000, avec l'équipe de France. Alors, Quel ficou. c'est Gelfi. C'est 13 participations. Donc là, Ah ça oui, pourrait ok, être j'ai sa pas réfléchi à ça, 14e je suis con. participation. En C'est gros, il a fou, hein. participé à 14 saisons aux 6 Nations. Et le record, Enfin, c'est quoi c'est Le record presque international, c'est énorme. quoi C'est Halloween Jones, ça Ouais. Mais en France, c'est pour le 6 Nations Gaël Gaël Ficou. Ficou. Et sinon, je crois que c'est Jean-Philippe Sella. Ouais, 13 possible. aussi. Ça me choque Mais pas. 5 nations. Pour le coup, 5 et. Il a jamais joué le 6 nations, donc 5 nations. Bravo Enzo. Bravo Enzo qui remporte ce quiz. C'était mal parti. Félicitations. Ouais, mais écoute, on voit. Les bonnes questions Il faut amènent les partir bonnes à point. réponses. C'est gentil, merci. Bon, c'est la fin de cette 6e de Contre-Rock. Merci pour votre attention. Si vous souhaitez la réécouter ou si vous en avez raté un morceau, l'émission est bien évidemment disponible en podcast sur le site internet EDJ News et sur EDJ-FM. Merci Enzo. Merci Joseph. Merci Julien. Et merci à toi. Et merci Antoine. Merci à toi, Joseph. Merci pour votre participation. Merci aussi à Jeff, Mathis et Daniel à la régie. Et cette semaine, on se quitte avec Santiano de Hugo Frey, parce que c'est quand même la musique de La Rochelle. Et donc voilà, profitez Pas bien. déconner avec ça. Ouais, après on dit Saint-Malo, mais non, c'est quand même la musique C'est Saint-Malo. d'entrée de La Rochelle. Vous l'avez En tout volé. cas- Bon, peut-être. En tout cas, bonne écoute, restez bien sur vos appuis. On se retrouve lundi 17h30. À la semaine prochaine.